Missing a feeling of love on the weekend, but I'm getting tired of fighting a fire in your backyard and all the commotion. Still it's your way, it's jumping in ocean, living in a moment, it's all in a moment, it's all in a moment, yeah. I'm biting a bullet, still pretty sure, know that it's growing. I need a lifeguard in order to get there in the water. It's all in a moment, feeling frozen, shattered and broken. I won't let it get there, I won't let it get there anymore. I won't let it get there, I won't let it get there anymore. Yeah. I won't let it get there, I won't let it get there anymore. I laughed when I heard your friends were over you. Did you wear them out with your anger and your drama? You can't take a break from reminding them that I'm a fake, and maybe they start to see what I've always seen. You walk around like you're God's gift, but inside you think you need a facelift. And on the outside you hold your head up high. Behind closed doors you just wanna cry. Yourself. You think you walk around with some kind of halo. Pride can be so damn hard to swallow. You're not sure if you should beg or borrow, or drown yourself in pity and sorrow. You walk around like you're God's gift, but inside you think you need a facelift. And on the outside you hold your head up high. Behind closed doors you just wanna cry. I don't want to hate myself. I don't wanna be a bitch like you. I just wanna hate you like you hate yourself. I like it when I see your face. I like it when you fall from grace. I like it when I'm in your
sucks. Radio ain't rock and roll at all. Sometimes when I'm sitting around, I turn the radio on. Takes a second then I realize I'd rather be lobotomized. I wanna hear the Ramones and be sedated by the soothing sound of joy right now. We're on a road to ruin. The radio ain't rock and roll at all. No, the radio don't care. No, the radio don't care at all. No, the radio don't care. Right now, someday they might come around. The radio's turned to right now. No, the radio don't care. No, the radio don't care at all. No, the radio don't care. Pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette émission qu'on devait faire hier, mais j'avais oublié que j'avais une soirée débat sur le film Mon Crime. Du coup, on l'a fait ce soir, c'est pas très grave. Bonjour Kalouzarium, bonjour Mastar, merci Kalouzarium pour le lurk. Bonjour Aki Wizard et merci pour le lurk. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi je suis content, j'ai fini le prochain programme du cinéma et bien avancé le suivant, donc ça va bien. On va passer tout de suite au film, parce qu'alors il y en a un paquet. Et encore, j'ai pas tout mis parce qu'il y a un film qui sort, mais dans ce qu'on appelle avec un visa temporaire, et donc c'est des films qui ne sont pas durables dans le temps. Ils négocient la sortie du film pour un certain nombre de séances. Donc j'ai décidé que ceux-là, je les présentais pas, puisqu'on peut pas les retrouver partout, on peut pas les retrouver sur la longueur. C'est pas intéressant. Je me suis levé à midi perso, et toi, ça a été la journée. Ça a été avec un départ sur les chapeaux de roue, puisqu'on avait eu une séance scolaire ce matin, et ils sont arrivés une demi-heure avant l'heure prévue. Donc comment te dire, moi j'étais en réunion visio, je prenais mon temps, tout, quand ils m'ont appelé, j'ai jamais été aussi rapide à finir de me préparer, et à aller au cinéma. Ils sont arrivés avec une demi-heure d'avance, hein, c'est pas... Donc ouais, le départ, boum. Et donc ouais, bien, moi je suis content, j'ai bien avancé sur les programmes du cinéma. Là, j'ai quasiment 2 programmes qui sont prêts, donc peut-être pouvoir me prendre un petit week-end prolongé sur le prochain programme, faire un petit week-end de 3 jours quelque part pour se balader un peu. Ça va faire du bien. Voilà. Et en plus, là, je sais pas ce qui s'est passé sur la fin de journée, il y a eu un vent, de l'orage, de la pluie. Puis là, ça se redécouvre. C'est n'importe quoi ce temps. Ils avaient annoncé de la pluie toute la journée. Puis au final, on a eu 22. Incompréhensible. Enfin. Allez, on attaque avec les films donc de la semaine du 8 mars. Vous le savez, les films en France sortent le mercredi.
Et donc, un premier film, Mon crime, de François Ozon, qui revient à ce qu'il savait faire, puisque ce film-là fait penser un peu quand même à des films comme Huit femmes, qui sont plus connus. Et donc ça fait plaisir de le retrouver dans ces films un peu théâtraux, un petite touche de kitsch, mais qui sont toujours très bien faits, avec des acteurs excellemment bien menés, et, euh, et toujours un petit message, malgré qu'il reste dans la comédie, il aborde des sujets de société qui sont intéressants. On regarde la bande-annonce. Je suis une mauvaise actrice, toi une mauvaise avocate. Nous devons 5 loyers. Demain, nous serons à la rue. Sûrement une bonne nouvelle. Inspecteur de la Sûreté. Vous aviez bien rendez-vous chez Monsieur Montferrand. Oui. Monsieur Montferrand est mort. Il a été assassiné. J'avoue que sa mort soudaine est l'un des événements les plus heureux de ma vie. Monsieur Montferrand m'a sauté dessus. Enfin, mademoiselle. C'est un vieux cochon. Et elle aurait 5 ans de prison. Pas forcément. Légitime défense. Alors c'est moi. Vous avouez, je suis le plus heureux des hommes. Moi aussi. Enfin, des femmes. Depuis quelques années, les femmes nous suppriment avec un sang en gêne. Mais n'est-il pas possible, en 1935, de mener sa carrière, sa vie de femme, en toute égalité? Ta vie me semble si différente à présent. Décidément, ton crime fait des miracles. Pour Mademoiselle Verdier. Quoi? Pendant 40 ans, j'ai pas osé tuer mon mari. Si j'avais su. Je crois que mon crime est en train de tourner la tête de toutes les femmes. Bonjour mes poupées. Mais regardez-moi ce luxe. Cette robe de chambre. Eh bien, je vous en prie. Les récompenses doivent aller à celles qui les méritent. Les coupables qui nient, c'est ennuyeux. Mais les innocents qui s'accusent, c'est exaspérant. Je me demande si j'ai pas soudain perdu la notion du bien et du mal. Voilà, donc on est quand même dans la comédie de boulevard, revisité, revue. Moi, je l'ai trouvé vraiment, j'ai passé un très bon moment hier à le regarder. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film? Le cinéma parlant m'est toujours apparu comme l'art du mensonge par excellence, et depuis longtemps, je souhaitais raconter une histoire autour d'un faux coupable ou d'une fausse coupable, explique François Ozon. En découvrant Mon crime, une pièce de théâtre de 1934 de Georges Bert et Louis Verneuil, le réalisateur français a trouvé l'occasion de se confronter à ce thème. Son film est une adaptation libre de la pièce, il en a conservé le contexte historique et politique tout en évoquant des préoccupations contemporaines autour des rapports de pouvoir, d'emprise dans les relations hommes-femmes. Il a cherché à faire une reconstitution stylisée des années 30, dont le matériau de tout premier abord pouvait apparaître dépassé, pour en faire ressortir toute la modernité sur un rythme tout aussi actuel, vif et joyeux. François Ozon a ressenti le besoin de faire un film fantaisiste et léger qui nous permette d'échapper aux difficultés du présent, d'où mon désir de retrouver l'esprit de la screwball comédie, avec des dialogues à la mitraillette, des situations cocasses et incongrues, où les protagonistes inventent des astuces pour se tirer de situations dramatiques. Il m'a semblé que c'était le genre idéal pour raconter cette histoire, avec un ton de farce tendre, ironique, jouant sur l'absurde tout en assumant une part de théâtralité. Comme dans Les Amandiers de Valeria Bruni-Tedeschi, Nadia Tereskievic incarne dans Mon crime une actrice. Comment exprimer sa sincérité alors même qu'on est en train de jouer et donc de mentir? C'est la question que tous les acteurs se posent. La comédienne a pris plaisir à incarner ce rôle haut en couleur. Ma réponse fut d'être tout le temps du côté de Madeleine, sincère dans toutes les situations, je crois en elle. Elle est spontanée, ne planifie rien, elle avance comme elle peut, suicidaire, puis l'instant d'après, légère avec l'envie d'aller au cinéma. On la découvre amoureuse, malicieuse, parfois manipulatrice, mais toujours pour la bonne cause. Elle a une forme de pureté. Bien que le personnage de Madeleine soit opportuniste, elle parvient à faire bouger le statut des femmes. Tous les moyens sont bons pour échapper à sa condition, avec une certaine innocence, puis avec conviction. Elle porte une parole moderne face à une société patriarcale dans laquelle les femmes n'ont ni le droit de vote, ni la possibilité d'avoir leur propre carnet de chèques, souligne son interprète.
François Ozon a gardé de la pièce originale ses résonances étonnantes avec notre époque en les adaptant. Il en a fait un film profondément féministe. À la lecture du scénario, j'étais touché par le lien de sororité entre Madeleine et Pauline, fort indestructible. Elles veulent s'en sortir ensemble. Ancienne pensionnaire de la Comédie Française, Rebecca Marder y est entrée à l'âge de 20 ans et a quitté l'institution 7 ans plus tard. Tourner Mon crime lui a permis de renouer avec l'esprit des planches. J'ai découvert le scénario où le théâtre était assumé avec sa langue tenue, ses répliques pleines d'esprit et d'actualité par ses thèmes. Je me suis retrouvé dans un univers familier qui prenait un tour nouveau grâce au cinéma. Elle ajoute, le tournage allait très vite et j'avais l'impression de ne jamais vraiment m'arrêter de jouer, d'une façon assez proche de la continuité de jeu que l'on a sur scène pendant une représentation. L'impression aussi de retrouver un esprit de troupe, les grands acteurs confirmés et nous encore vertes, qui avons tous été mis sur un pied d'égalité. Les premières questions qui se sont posées avec François, c'était faire une lumière naturaliste ou pas, faire un film en noir et blanc ou en couleur, explique le directeur de la photographie Manu Dacos. François Ozon cherchait à retrouver l'esprit des films des années 30 d'Ernst Lubitsch et Sacha Guitry qu'il aimait, mais sans les pasticher. Et ça, du coup, c'est très réussi, parce que vraiment, on tombe pas dans le... On tombe pas dans la mauvaise copie, quoi. Le défi était de rester dans une lumière réaliste, crédible pour l'époque, sans chercher à reproduire ce que l'on voyait dans les films des années 30. Aujourd'hui, le matériel, les pellicules ont changé et surtout le numérique a modifié la manière d'éclairer, à l'exception des scènes de flashback en noir et blanc tournées en pellicule 16 mm dans un format 1.33 où j'ai suréclairé pour retrouver l'aspect des films muets. J'ai cherché à faire venir la lumière depuis l'intérieur de l'image, détaille Dacos. Le chef décorateur Jean Rabas collabore pour la première fois avec François Ozon sur Mon crime. Ils ont effectué de nombreux repérages qui les ont amenés à découvrir des endroits jamais vus au cinéma. Ainsi, le deuxième bureau du juge a été filmé à l'hôtel de ville de Charleroi en Belgique. Un décor incroyable jamais filmé d'un art déco plus dur et plus chargé qu'en France, presque américain, qui correspondait bien à l'esprit des comédies sophistiquées de l'âge d'or d'Hollywood dont François voulait s'installer. Quant au bureau des usines Bonnard, il est conçu comme une imbrication d'influences de 3-4 architectes différents et d'une scène des temps modernes de Chaplin. On joue avec les codes, cela donne un côté un peu décalé, on est dans les années 30, mais avec quelque chose de plus moderne, plus coloré, graphique, presque pop, dans une réalité qui conduit vers une autre. Enfin, la rue Jacob a été reconstituée non pas à Paris, faute de budget, mais à Bordeaux. Un Rabas détail, on y retrouve la patine des vieilles rues de Paris. Cela me permettait d'avoir un traitement de studio dans un décor naturel, la combinaison du décor réel de la fabrication, on refait les façades dans la rue par exemple, et la possibilité du numérique, nous ramenait à l'esprit même du projet une théâtralité avec un petit pas de côté. La chef costumière Pascaline Chavannes est une collaboratrice fidèle de François Ozon. Mon crime est leur 20e film ensemble. Il n'était pas question de reproduire à l'identique les tenues de l'époque, mais de s'adapter au physique des acteurs d'aujourd'hui. Chavannes a constitué un dossier iconographique d'après lequel elle a établi avec François la ligne à suivre. Et bonjour, d'Extrême. Bon tiens, pourquoi ça fait pas comme d'habitude? Bonsoir Michel. Tiens, c'est marrant. Merci pour l'abonnement de 2e mois. Il faudra que je regarde pourquoi ça fait pas comme d'habitude. Je sais plus où j'en étais du coup. Chavannes a constitué un dossier iconographique, ça je l'avais lu. Pour le personnage d'Odette Chaumette, l'inspiration venait de Sarah Bernard. Sa tenue est donc hors sujet, question époque, puisqu'elle porte les oripeaux du théâtre de 1900 et que le film se déroule en 1935. Mais cela correspond au profil d'Odette Chaumette, qui est une survivante du cinéma muet, d'un style de théâtre grandiloquent et qui est dans une permanente mise en scène d'elle-même. Son costume raconte tout cela. Voilà donc pour Mon crime. J'espère que vous allez bien, les nouveaux arrivants d'Extrême, Michel. Alors, c'est vrai qu'on est, jeudi, mais hier, j'avais une soirée au cinéma, donc j'ai pas pu faire l'émission. J'avais oublié que j'avais ce débat-là. Donc bon,
Bah voilà, on décale, c'est pas grave. C'est pas grave. Deuxième film de cette semaine du 8 mars, The Whale, dont on va regarder la bande-annonce. I know these rules can feel constraining, but remember, the point of this course is to learn how to write clearly and persuasively. Think about that. Think about the truth of your argument. You're an amazing person, Ellie. I couldn't ask for a more incredible daughter. Are you actually trying to parent me right now? Who would want me to be a part of their life? You don't stay in touch with Mom? She really only tells me things about you. Why? Because that's all I want to know about. Why'd you gain all that weight? Someone close to me passed away, and it had an effect on me. You haven't seen her since she was 8 years old and you're gonna reconnect with her? Sorry. I don't like this. This isn't a good idea. I'm sorry. You say you're sorry one more time, I will shove a knife right into you, I swear to God. Go ahead. What's it gonna do? My internal organs are 2 feet in at least. Why do you suddenly need to see her so bad? Why now? Liz. I'm worried that she's forgotten what an amazing person she is. I need to know that she's gonna have a decent life, where she cares about people, and that she's gonna be okay. Voilà donc pour cette bande-annonce de The Whale. Ici, le grand retour de Brendan Fraser au cinéma. Et ben voilà. Justement, The Whale marque le grand retour de Brendan Fraser au cinéma. Si le comédien n'avait jamais totalement disparu des écrans, il n'a jamais renoué avec le succès de la même nuit au début des années 2000. L'acteur s'était fait plus rare ces dernières années en raison de problèmes de santé provoqués par les cascades qu'il réalisait lui-même sur les plateaux. L'acteur est aussi tombé en dépression suite à une agression sexuelle perpétrée par Philip Berk, ancien président de la Hollywood Foreign Press Association, organisation qui s'occupe notamment des Golden Globes. Grâce à The Whale, Fraser revient sur le devant de la scène et décroche ses premières nominations aux Oscars et aux Golden Globes, cérémonie à laquelle il a refusé de se rendre. Tu m'étonnes en même temps. Et au BAFTA, je pense que oui, bon, les Golden Globes, il y retournera pas, hein, c'est... Non. Darren Aronofsky rêve d'adapter The Whale au cinéma depuis qu'il a découvert 10 ans plus tôt à New York la pièce écrite par Samuel D. Hunter. Il avait été frappé par l'intelligence de la pièce, par le courage avec lequel elle interroge la condition humaine. The Whale met en scène des personnages aux âmes complexes, et ils ont commis des erreurs différentes, mais ont en commun l'immensité de leur cœur et un profond désir d'aimer l'autre, même lorsqu'il ne semble pas aimable. Cette pièce, représentée pour la première fois en 2012, a immédiatement séduit le public et la critique, malgré son postulat de départ peu séduisant. Le public voit un personnage assis dans son canapé pendant quasiment toute la représentation. Aronofsky se souvient du choc ressenti à sa découverte. J'ai été profondément touché par les idées abordées et par la façon avec laquelle le récit trouve toujours de la beauté dans des choses que nos préjugés rendent a priori inhumaines. J'ai été touché, j'ai ri et je me suis senti par le courage et la grâce de chaque personnage. J'ai retrouvé cette problématique que j'aborde souvent dans mes films, comment placer le spectateur à l'intérieur d'un personnage qu'il n'aurait jamais pu imaginer être. Auteur de la pièce d'origine, Samuel D. Hunter signe le scénario du film, une expérience nouvelle pour lui qui n'avait jamais écrit pour le cinéma. Il a dû se replonger dans une période sombre de sa vie, il s'est en effet inspiré de sa propre expérience lorsqu'il était un étudiant obèse pour écrire la pièce. Bien qu'il ait minci depuis, il a vécu ce que les gens comme Charlie endurent physiquement et socialement. Il existe de nombreuses causes à l'obésité qui touchent plus de 40% des Américains. L'écrivain, lui, a toujours fait le lien entre son excès de poids et sa frustration émotionnelle. Je connais beaucoup de gens qui sont gros, heureux et en bonne santé, mais ce n'était pas mon cas. Je fréquentais une école chrétienne fondamentaliste à l'époque,
où ma sexualité s'est révélée à moi, et cela a engendré une relation malsaine avec la nourriture. Charlie souffre d'une insuffisance cardiaque due à son obésité, mais il est surtout en train de mourir d'un chagrin qu'il n'a jamais eu le courage d'affronter. Oui, c'est vrai qu'en plus, être dans une école chrétienne fondamentaliste, bon... Déjà, rien que ça, tu pars en déprime, quoi. Le rôle de Charlie exige une vulnérabilité et un abandon total de la part de son interprète. Darren Aronofsky a hésité pendant 10 ans pour le casting avant de repérer Brendan Fraser dans la bande-annonce de Voyage jusqu'au bout de la nuit. En février 2020, il le réunit avec d'autres acteurs pour une première lecture. Dès le premier instant des répétitions, j'ai eu des frissons, j'ai su que j'allais faire ce film avec Brendan. Le comédien était conscient qu'il s'agissait d'un vrai défi. J'ai dû réunir tout ce que j'étais, tout ce que je savais, j'ai mobilisé mon corps, ma mémoire, mon cerveau. Je savais que c'était le rôle de ma vie, quitte à ne plus jamais rien faire après. Pardon. Alors, tout ce que je suis est là, à l'écran. Charlie est loin d'être un ange, mais il est incroyablement humain. Brendan Fraser s'est beaucoup documenté pour préparer son rôle et a interrogé les personnes atteintes d'obésité. Regardez tous les films mettant en scène une personne de forte corpulence afin de voir comment les acteurs abordaient ce rôle. Ah bah j'ai un chat dans la gorge maintenant, moi. Il a relu Moby Dick et a appris avec l'aide de Beth Lewis, coach en mouvement, à se déplacer dans l'appartement comme Charlie. Il s'est habitué également à porter le costume de 50 kg et la prothèse qui complétait la transformation de son corps. Faut être motivé quand même, hein, parce que bon, je sais pas combien il y a eu de temps de tournage, mais avoir un costume de 50 kg, t'es content quand tu l'enlèves, celui-là. Avec Darren Aronofsky, il a consulté le docteur Rachel Goldman, une psychologue spécialisée dans les comportements alimentaires et le traitement de l'obésité, ainsi que l'Obesity Action Coalition, la principale association de défense du pays. En plus, les conseillers sur le langage et les spécificités du scénario, l'OAC, les a mis en contact avec des personnes prêtes à livrer leur expérience de l'obésité. Ellie, la fille du héros de The Well, est campée par Sadie Sink, connue du grand public pour son rôle de Max Mayfield dans Stranger Things. Au sujet d'Ellie, l'actrice confie « J'ai aimé qu'on la découvre petit à petit. On met du temps à comprendre sa vulnérabilité. J'espère que les gens auront de la sympathie pour Ellie parce que pour moi, même si elle peut s'avérer extrême dans certains de ses choix, c'est une fille complètement perdue. Elle déboule chez son père avec l'intention de le blesser en espérant lui ouvrir les yeux. Ellie peut être interprétée de plusieurs façons, mais je la comprends, je suis totalement de son côté. La version enfant d'Ellie est jouée par Jessie Sink, qui n'est autre que la petite sœur de Sadie Sink. Voilà, comme ça, c'est bien. Jessie jouait déjà la version enfant de Sadie dans un épisode de Stranger Things. Et ben voyons. En même temps, c'est bien quand on a deux sœurs comme ça et t'as pas de problème de ressemblance ou pas. C'est pas mal. On change complètement d'ambiance avec cette troisième sortie cette semaine du 8 mars avec Scream, dont on regarde la bande-annonce. Please help me. There's a fucking line here, girl. You got a problem here, guy? I had this secret. There's a darkness inside of me. It followed me here. And it's gonna keep coming for us. We share a certain history. This isn't like any other ghost face. What is this place? A shrine. We've got to lure him in.
We execute him. Hello. Let's play a game. You know you're like the 10th guy to try this, right? It never works out for the dipshit in the mask. Maybe. But there's never been one like me, Gale. I'm something different. That's why I'm gonna shoot you in the fucking head. You want me. So let's finish this. Guys? Voilà donc pour cette bande-annonce de Scream. Je suis pas forcément fan de ce type de film, moi. Et il y a un truc que j'ai toujours pas compris. Elle sait que derrière la porte, il y a le méchant, là. Pourquoi elle tire pas dans toute la porte? C'est une double porte, elle tire que d'un côté. Moi, je sais pas, je me dis, le gars, il peut bouger, je vais tirer des deux côtés de la porte. Non? Bon, je sais pas. Ça me paraît logique pourtant, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film? Scream 6, c'est une mise en scène par Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillette, déjà aux commandes de Scream en 2022, dont il est la suite directe. Le duo avait fait forte impression en 2019 avec Wedding Nightmare, un film d'horreur dans lequel la nuit de noces d'une jeune mariée tourne au cauchemar quand sa riche belle famille lui demande d'honorer une tradition des plus meurtrières. Initiée par Wes Craven en 1997, la saga Scream a pour le moment généré 744 millions de dollars à l'international. Le premier avait rapporté 173 millions, le deuxième 172, le troisième 162, le quatrième 96 et celui de 2022 139. Et c'est vrai que quand on voit que combien ont coûté les films par rapport à ce qu'ils ont rapporté, le premier a coûté 14 millions, le deuxième 24 millions, le troisième 40 millions, le quatrième aussi, et le dernier Scream 24 millions. Les producteurs doivent être effectivement très contents de la rentabilité de cette franchise, et c'est bien pour ça que ça continue à travers les temps, les âges, les années. Les années, c'est mieux. Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jasmine Savoy-Brown et Mason Gooding au casting de Scream 2022 ont repris leur personnage dans ce 6e volet. Eden Panettiere, qui a joué dans Scream 4, est lui aussi à nouveau de la partie. Après avoir incarné Sidney Prescott dans les 5 longs métrages, bonsoir Franzi, comment vas-tu? Après avoir incarné Sidney Prescott dans les 5 longs métrages de la franchise, Neve Campbell a décidé de ne pas rempiler pour ce nouvel opus. Cité par Deadline, la comédienne a expliqué « En tant que femme, j'ai dû travailler extrêmement dur dans ma carrière pour établir ma valeur, surtout lorsqu'il s'agit de Scream. J'ai estimé que l'offre présentée n'était pas à la hauteur de la valeur que j'ai apportée à la franchise. » Bon, bah ça, on en a déjà parlé, hein, c'est le 6e. Et il y avait même, alors ça, par contre, je savais pas, également une série télévisée Scream qui a été faite entre 2015 et 2019, qui comprend 3 saisons et 30 épisodes. Et bah ça, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah bon, bah, je savais pas. Le serial killer du premier Scream est inspiré d'un véritable tueur en série américain, Danny Rawlings, surnommé l'Éventreur de Gainesville. Il a été rendu coupable et condamné à mort pour le triple meurtre d'une famille en 89 et les meurtres de 5 étudiants à l'université de Gainesville en Floride en 90. Ah oui, quand même. Il a été exécuté par injection létale en 2006. Danny Rawlings a commis ses 8 homicides via de multiples coups de couteau et avec une sauvagerie inouïe, allant même jusqu'à violer, décapiter et ou mettre en scène les cadavres de ses victimes, notamment les plaçant dans des
et positions sexuelles. Bon. Selon Melissa Barrera, la comédienne principale, cet opus sera 100 fois plus gore que les autres. Elle a confié à Variety, les réalisateurs demandaient toujours plus de sang, plus de sueur, plus de gouttes de sang, était devenu le dicton parce qu'ils en voulaient toujours plus. Avec le dernier Scream, ils n'ont pas vraiment osé car ils voulaient rester dans la lignée des précédents volets, mais avec celui-ci, ils se sont dit, nous allons tout donner. Mais ils sont pas aux 2,5 tonnes de faux sang du film coréen de la semaine dernière, hein. Quand même. Roger Jackson prête à nouveau sa voix au terrifiant tueur dans sa version originale. Il a officié sur tous les opus de la saga, côté doublage français. Emmanuel Curtis s'est chargé de la voix de Ghostface dans le premier Scream, Boris Ranger dans sa suite et Loïc Oudré dans tous les autres. Film culte de toute une génération, Scream, sorti en 1997, a redéfini le genre du slasher en lui insufflant une bonne dose de second degré parmi les films s'en inspirant. Nous pouvons citer les Souviens-toi l'été dernier, les Urban Legend ou les très lucratives parodies Scary Movie. Au début des années 2000, les films d'horreur se sont davantage orientés vers le premier degré, les remakes, l'Afrique profonde et des scènes extrêmement crues comme Massacre à la tronçonneuse version 2003, Hostel et la saga Détour mortel. Dans Scream 6, Courtney Cox reprend pour la 6e fois consécutive son rôle de Gail Weather. Donc le film est interdit aux moins de 12 ans. Ah oui, non, mais après, bon, faut aimer ce genre de film, autrement, quelle que soit la génération, moi j'aime pas non plus. À 4 jours de la sortie du film aux États-Unis, Paramount Pictures a développé une campagne virale consistant à inviter le tueur costumé et masqué dans diverses villes américaines, dont Sonoma, l'homologue de la ville fictive de Woodsboro, la Nouvelle-Orléans et Saint-Louis. Ainsi, plusieurs individus ont été payés par le studio pour déambuler dans les rues de ces villes habillés en Ghostface. Résultat, plusieurs appels au 911 ont été passés dans la foulée au sujet d'un individu portant le costume emblématique se tenant de manière inquiétante dans la rue. Bah oui. Il n'y a pas idée aussi. J'espère quand même qu'ils avaient prévenu les autorités locales, parce que bon, c'est un coup à avoir des plaintes contre le studio pour désordre de l'ordre public. Scream 6 est le premier Scream sans Neve Campbell et David Arquette. Courtney Cox est la seule actrice à apparaître dans chaque film de la lucrative saga. Avant Scream 6, 9 acteurs ont incarné le terrifiant Ghostface. Dans le premier opus, les 2 lycéens Billy Loomis et Stu Matcher faisaient des ravages à Woodsboro. Dans Scream 2, la vengeresse Madame Loomis et l'étudiant dérangé Mickey Altieri maniaient l'arme. Dans le 3e volet, c'est le cinéaste meurtrier Roman Bridger qui revêtait son masque. Dans le 4, c'est Sidney Gill et son complice Charlie. Dans Scream de 2022, ce sont Amber Freeman et Reiki Kirsch qui font couler le sang. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur Scream. Allez, on va repasser à une ambiance un peu plus légère, avec Et l'amour dont tout ça, dont on regarde la bande-annonce tout de suite. Bye. Jutero. Alaikum salam, Auntie Aisha. What? You still can't say it. Assalamu alaikum, Aisha. There you go. Oh, that's exactly what I just said. I'm getting married. You are? Who's the lucky lady? Don't know yet. What do you mean? I'm getting an arranged marriage. Well, assisted marriage. That's what we're calling it these days. Dare I ask, what about love? You grow to love the person you're with. What, like Stockholm Syndrome? So, your ideas for your next film? I could follow my childhood friend to marry a stranger chosen by his parents. Mo here, Mo the matchmaker. What's your education, bro? He's a doctor. Oof, no, listen, top of the food chain. Got news. I got engaged. Wait, what? I really like her. Hi. Hi. How do you feel about possibly moving to London? She's fine with it. It's a very multicultural place. It took us a while. The wedding's in Pakistan. You're still fully signed up to this.
Your happiness. It's all that matters. We all need other people. There's no weakness in that. Now the party starts. I used to think that I was scared of being with the wrong person, but now I realize that I'm scared of being with the right person. I've been very lucky to have them as neighbours. Actually, they've become like family to me since your father left for that teenage whore. She's 35. Exactly. Voilà donc pour Et l'amour dans tout ça, dont j'ai pas trouvé d'infos sur le film, mais bon, c'est plus léger. Effectivement, par les producteurs du journal de Bridget Jones, des films comme ça, on retrouve un petit peu cette ambiance. Et l'amour, bah oui, voilà. Hein. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Pardon. C'était ça. Allez, on passe sur un thriller judiciaire. Ah, Stream Element qui ne veut pas marcher ce soir. Pourquoi? Pourquoi ça ne marche pas? Non, ça veut pas, je sais pas pourquoi. Allons bon, pourquoi ça marche pas? Ah non, c'est pas... Attends. Je regarde vite fait, pourquoi? Non, mais en plus, là, c'est pas Stream Element que j'utilise pour ça. Non, bon, ça veut pas. Hein. Je regarderai ça hors live. Donc, j'étais en train de dire, on regarde tout de suite la bande-annonce de Toi non plus, tu n'as rien vu. Joyeux anniversaire. Merci, Mimi. Plus vite vous nous répondez, plus vite on vous laisse dormir. Elle risque jusqu'à la perpétuité. Je vous cite, vous touchez ce truc chaud, mais vous ne comprenez toujours pas à cet instant de quoi il s'agit. Vous accouchez sans aide et sans cri. J'ai jamais pensé être en train d'accoucher. Je serais au courant si ma femme était enceinte. Claire, pardon, mais comment t'as pu zapper un truc pareil? Toi, si tu penses que je mens, il me reste qui? Arrête, je suis comme toi, je cherche, on travaille là. Quand je comprends pas, tu l'as senti ou pas? Claire a été dupée par son propre corps. Pas d'altération du discernement, nous dit-on. Il y aurait intention de tuer? Arrête, stop. Arrête de te torturer. J'aimerais pouvoir le connaître. Alors en fait, c'était tout à fait normal que ça ne marche pas. Hop. Et là... Là, ça va marcher. Voilà. Parce que j'avais pas ramené la source. Hop. Alors, on va s'intéresser un peu à ce que dit la réalisatrice sur son film. À la question « Comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser au sujet du déni de grossesse ?» Elle répond par la lecture d'un fait divers. Il y a une dizaine d'années, une femme avait mis au monde un enfant seul chez elle, terrassée par la douleur et la peur sans comprendre ce qui lui arrivait, ni même s'il s'agissait d'un nouveau-né. Cet accouchement s'est terminé par un drame, l'enfant est mort. Je n'arrivais pas à saisir comment la présence de cet enfant dans son ventre durant 9 mois avait pu lui échapper, ainsi qu'à tout son entourage. En cherchant, j'ai appris qu'en cas de déni, le ventre ne s'arrondit pas, il n'y a pas forcément d'arrêt des règles et parfois même aucun des symptômes habituels d'une grossesse.
Plus je cherchais à comprendre et plus je me documentais, plus cette situation me captivait et me passionnait. J'ai eu la chance de rencontrer très rapidement les bons interlocuteurs. Votre film est dédié à la mémoire de Félix Navarro. Avez-vous rencontré ce médecin lors de vos recherches? Le docteur Félix Navarro a créé l'Association française pour la reconnaissance du déni de grossesse à Toulouse en 2006. Il est aujourd'hui décédé et je lui ai dédié le film. Je l'ai rencontré en 2011 à un colloque organisé par son association. Ce colloque, entièrement consacré au déni de grossesse, a réuni pendant 2 jours des obstétriciens, psychiatriques, experts et magistrats. J'ai également rencontré une femme sans savoir qu'elle avait elle-même vécu un déni de grossesse et que son drame avait mené à la création de l'association. Son bébé mort à l'accouchement, elle a été jugée aux assises. Cette femme a été la première à me raconter son histoire, la prison où elle est restée 9 mois. Elle fut en quelque sorte mon grand témoin. Ma motivation est donc partie de cette rencontre humaine. Je voulais évoquer sa souffrance, celle de sa famille, de son enfant aussi, car elle avait déjà un fils. Elle fait d'ailleurs une apparition dans le film avec ce fils qui a 20 ans aujourd'hui. Et j'avais vu... Comment avez-vous construit le personnage de Claire Morel? J'ai choisi de raconter l'histoire d'une femme atteinte d'un déni total, issue d'un milieu aisé, éduquée et surtout déjà mère. Cela rend la situation encore plus incompréhensible. Contrairement à une idée reçue, les femmes qui vivent le déni sont de toutes conditions sociales, souvent déjà mères et aimantes. Rien ne les prédispose à devenir d'éventuelles mères infanticides. Je voulais aussi que l'enfant de Claire et Thomas soit vivant, qu'il y ait de l'espoir. J'ai très vite pensé que Claire serait avocate, un métier qui cristallise facilement les interrogations. Une avocate incarcérée pour tentative de meurtre, ça fait réagir tout le monde. Puis est arrivé le personnage de Sophie, son amie de toujours, avocate elle aussi, qui assure sa défense. Claire n'est pas une petite chose fragile. Après un temps de considération, elle se reconstruit avec l'aide de son mari et de son ami. Face à elle, il y a l'enquête menée par le juge d'instruction et la procureure et les experts, c'est ce qu'on appelle la machine judiciaire. Et la dernière question est intéressante. La justice réagit effectivement très vite, mais en emprisonnant cette femme. Et la réalisatrice répond « Je ne comprends toujours pas pourquoi on inflige de la prison à ces femmes. C'est monstrueux de les enfermer, de les séparer de leur famille à un moment où elles sont très fragiles. Quand il y a procès aux assises, les magistrats doivent décider s'il y a eu manquement, intention de donner la mort ou meurtre, avec ou sans altération de la conscience. Le soupçon est automatiquement projeté sur ces femmes qui doivent tenter de démontrer pourquoi et dans quelle mesure elles n'ont vraiment rien vu de leur grossesse. En 1990, certains psychiatres ont milité pour que le déni de grossesse soit inscrit dans le DSM, classification des troubles mentaux, mais ils ont été confrontés à une très forte résistance. Encore aujourd'hui, le verdict des procès dépend beaucoup des jurés, du juge et des assesseurs. C'est la loterie. Le déni de grossesse parle de l'intime et peut finir en justice. Ce grand écart m'interpelle et me questionne vraiment. Et effectivement, la question est très bien posée dans le film, qui est magnifique. Les 2 actrices elles tiennent le film à elles deux. Le personnage du mari intervient un peu moins, mais elles tiennent très très bien le film et la manière dont c'est tourné, on arrive à avoir vraiment les 2 côtés de la mère qui a accouché mais qui se rend pas compte qu'elle a accouché, qui le comprend qu'au moment du procès, et son ami et son mari qui se disent mais c'est pas possible, t'as quand même ça se sent normalement quand on est enceinte. Et elle lui répond bah oui mais toi aussi tu n'as rien vu, d'où le titre du film. Et l'issue du procès, pour ça faut aller voir le film. Allez, film suivant, on part sur un documentaire en rendant hommage à Christophe. Christophe qui adorait le cinéma et qui avait accepté d'être filmé pour un documentaire. Allez, on regarde la bande-annonce tout de suite. 1 et X. Tu peux pas jouer un peu sur l'attaque? Ça fait... Ça tombe, non. Faut pas que ça tombe. Je comprends rien. Non, je comprends pas ce que vous voulez. Dans ma veste de soie,
Plutôt que les 5 petits points de suspension, je te passe le texte en couleur. Change, c'est bascule blanc, rouge. Ça, les petits points, moi. Tu préfères les petits points. Ça s'en met. Bah ouais, parce que moi j'ai un texte qui est enchaîné. D'accord. Et là, il faut que j'amène des petits On voit points. en rouge. Alors, on voit en rouge. On voit en rouge. Crépuscule et grandiose. Moi, j'aime les idées clash comme ça, les histoires de balles qui rebondissent. Les paradis. Quand tu ne filmes pas le maquillage, c'est intime. Là, je vais faire le bourre. Tu vois qu'on va arriver à le vendre aux Américains, le film. Et j'ai crié. Allez, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré. Merci. Voilà donc pour ce très bel hommage à Christophe. On en prend, on a tous les classiques, forcément. Et on voit comment il prépare ses spectacles, quoi. Sur la naissance du projet, Christophe est lié à l'adolescence de la réalisatrice Ange Lexia. Le slow, Aline et les marionnettes ont ainsi ponctué bon nombre de ses étés. Elle l'a ensuite perdu dans les années 70 et retrouvée grâce à Dominique Gonzalez-Foerster, co-réalisateur de Christophe définitivement. Elle se rappelle. Nous faisions un film qui s'intitule Île de beauté en 95-96 et Dominique m'a conseillé d'écouter Le Tourne-Cœur. Et là, j'ai eu un choc. On l'a d'ailleurs utilisé à la fin de notre film. À cette occasion, j'ai vraiment redécouvert Christophe. On avait envie de le rencontrer, mais on ne savait pas comment s'y prendre. Une des amies a fait la jonction. À l'époque, je dirigeais une résidence d'artistes au Palais de Tokyo, et cette amie avait organisé une rencontre avec Christophe. On était en décembre 2001, je lui avais montré des images et il ne disait pas un mot. Il était très observateur. On savait qu'il préparait son retour à l'Olympia, mais il ne nous a jamais dit, lors de cette première rencontre, « Je veux travailler avec vous ». Le co-réalisateur poursuit, « Tu lui es Aline, ma jeunesse ». Eh oui, il a que des classiques, que des tubes. Tu lui avais aussi fait visiter le Palais de Tokyo. Il y a une photo où on est tous les trois ensemble assis sur un tapis violet. Il s'était quand même passé un truc. De mon côté, j'ai découvert Christophe à la radio dans les années 80 en entendant Les mots bleus. Très grand classique aussi. J'ai été tellement scotché par cette chanson, j'ai commencé à l'écouter assidûment et dès que son album suivant est sorti, Béville Aka, en 95, je me suis jeté dessus car je voulais ardemment avoir de ses nouvelles. Et c'est Le Tourne-Cœur qui m'a particulièrement marqué. Il y a aussi une belle chanson avec Alan Vega. Avec cet album, on sentait qu'il était reparti pour un tour, c'était très fort. Avec Alain Bachung, ils étaient les deux voix que j'adorais. Du coup, quand on a rencontré Christophe, c'était un moment hyper fort. Et puis le 2 janvier 2002, j'entends sa voix dans mon téléphone. Il m'appelle et me parle de notre rencontre, puis de l'Olympia, puis me fait comprendre qu'il souhaiterait que Ange et moi fassions des images pour ta scénographie. Christophe ne connaissait pas le travail des co-réalisateurs, il avait vu quelques bouts de vidéos et quelques images réalisées par le duo, mais pas plus. Les cinéastes expliquent, mais il surfait beaucoup sur le net, donc je pense qu'il faisait ses recherches de son côté. Il avait aussi un réseau d'amis qui nous connaissaient et qui savaient qui on était, ça a dû le conforter. Mais Christophe n'était pas influençable, il y avait son point de vue. DGF, son producteur, l'a encouragé dans ce sens, il ne lui a pas dit « Non, t'es fou, des artistes, ça va pas le faire ». On a fixé un rendez-vous, on s'est retrouvés chez lui, et puis aux premières répétitions dehors de Paris, on a écouté ce qu'il avait à nous raconter, on lui a proposé des images, son rapport au cinéma était très fort, alors il nous a montré des extraits de films, des photos. Sa chambre était un home cinéma avant l'heure avec des bobines de films, son projecteur, son écran. Christophe était un artiste expérimental avec énormément d'idées, des éruptions de la pensée. Amener une voiture sur scène, disposer un tel comme ci ou comme ça n'arrêtait pas. Les co-réalisateurs voulaient rester focalisés sur Christophe et éviter le côté spécialiste qui allait expliquer Christophe. C'est Dominique qui a scénarisé le film avec ce début où on est dans les répétitions, dans la mise en place. C'est d'ailleurs là qu'on voit l'exigence de Christophe, à quel point il était précis. À mon avis, cette méticulosité sera une découverte pour le grand public. Nous avons respecté son vœu d'intimité artistique.
Il ne voulait pas faire avec nous un documentaire classique, style Sa vie, son œuvre. Le film démarre sur une présence spectrale, il est de dos. C'est un fantôme de lumière, mais un fantôme quand même. Cette présence fantomatique, on va la retrouver à plusieurs reprises au cours du film. Ce spectre lumineux prend chair, puis redevient fantôme lumineux. Pour moi, c'est ce qui situe le film dans le temps. Christophe est présent au moment où on a filmé, mais dans notre présent à nous aujourd'hui, il est un fantôme. Depuis 25 ans, Dominique Gonzalez Foerster explore les relations entre la réalité et fiction sous forme d'environnement, de performance, de photographie et de film. Croisant sources d'inspiration cinématographique, littéraire et musicale, chacune de ses œuvres est l'occasion d'une déambulation à travers des espaces et des temporalités où l'intime et le social se mêlent, passé et présent se superposent, tandis que le moi se révèle multiple et fuyant. Dominique est lauréate du prix Marcel Duchamp en 2002. Ses œuvres ont été présentées dans les plus grands musées du monde, comme le Centre Georges Pompidou à Paris, le Museum of Modern Art de Rio de Janeiro, le National Centro de Arte Reina Sofia à Madrid, le Tate Modern à Londres, le Dia Art Foundation à New York, le Musée d'Art Moderne de Paris. Ces films à Rio en 1999 et Central 2001 ont été présentés à la quinzaine des réalisateurs, et ces films Plage et Belle comme le jour, co-réalisés avec Tristan Berra au Festival international de Rotterdam. Il y a du level quand même. Depuis les années 70, Ange Leccia développe une œuvre en faisant appel au cinéma expérimental, à la vidéo et à l'installation. Depuis ses premiers usages du Super 8 dans les années 70, les affects sont au cœur de sa démarche esthétique qui questionne la psyché comme réservoir de souvenirs, de rêves et de fantasmes. Son insertion dans le champ cinématographique s'est faite à travers ses collaborations avec Dominique Gonzalez Foerster, Île de beauté en 1996, Gold en 2000 et Malus en 2004 présenté au festival Sundance. Mais aussi en solitaire comme dans Nuit Bleue, son premier long métrage, distribué par le PAC, sorti en salle en 2011 et présenté au Festival de Rotterdam, qui suit la déraison du Louvre avec Laetitia Casta en 2006. On a pu voir son travail, entre autres, au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, au Centre Georges Pompidou, au Guggenheim de New York, à la Documenta de Cassel, au Sculpture Project de Münster et à la Biennale de Venise. Oui, donc c'est quand même des gens qui sont d'un certain level, parce que tout ça, c'est pas rien. On a une soif de parler. Allez, film suivant. Woman Talking. On part en immersion dans une communauté avec que des femmes qui se sont un peu coupées du monde. On regarde la bande-annonce tout de suite. Why does love, the absence of love, the end of love, the need for love, result in so much violence? It was all waiting to happen before it happened. You could look back and follow the breadcrumbs along the path that led to violence. When we looked back, it had been everywhere. It is a part of our faith to forgive. We would be forced to leave the colonies if we do not forgive these men. None of you will listen to reason. We know that we've not imagined these attacks. We know that we are bruised and terrified. Hope for the unknown is good. It is better than hatred of the familiar. We cannot endure any more violence. We have been preyed upon like animals. Maybe we should respond like animals. How would you feel if in your entire life it never mattered what you thought? When we've liberated ourselves, we will have to ask ourselves who we are.
Grosse comédie, hein. Et en plus, là, l'utilisation de ces lumières un peu grises, un peu, ça rajoute à l'ambiance. Ouh. Alors, Women Talking est tiré du roman du même nom, traduit en français en 2019 sous le titre Ce qu'elles disent de Myriam Toews, publié en 2018. L'actrice Frances McDormand en a acquis les droits d'adaptation et a proposé à Dédé Gardner de la société Plan B de produire le film avec elle. J'ai trouvé qu'il invitait à réfléchir de façon surprenante et nuancée et qu'il alimentait les conversations que j'entretenais au sein de ma communauté. C'était un débat teinté d'humour et d'espoir et d'une possibilité d'avenir, et ça m'intéressait. La comédienne précise « Je n'ai pas les droits d'adaptation du livre, en pensant jouer dans le film, mais parce que je souhaitais le produire avec Dédé et Sarah. Mais j'adore Jantz d'un point de vue dramaturgique. Elle est là pour rappeler aux spectateurs qu'il y a d'autres femmes à l'extérieur du grenier à foin qui ne souhaitent pas ou ont peur de partir. » Le roman s'inspire d'un fait avéré de viol collectif de femmes de tous âges par des hommes au sein d'une communauté ménonite isolée de Bolivie de 2005 à 2009. Les femmes étaient droguées avec un anesthésiant vétérinaire et se réveillaient le corps meurtri, couvert de bleu et en sang. Les hommes les convainquaient que c'était le fruit de leur imagination ou l'œuvre de démons. 8 hommes de la colonie ont été déclarés coupables d'agression sexuelle en 2011 par un tribunal bolivien, ce qui n'a malheureusement pas empêché de nouvelles agressions sexuelles en 2013, alors que ces derniers étaient emprisonnés. Myriam Toews est elle-même issue d'une communauté ménonite du Canada et s'est emparée de ce fait divers pour son roman. Les productrices voulaient que la réalisatrice de Women Talking en soit aussi la scénariste. Lorsqu'elles ont dressé la liste des potentielles candidates, le nom de Sarah Polley s'est imposé de lui-même. Son travail en dit long, elle avait lu le livre de son côté et avait déjà envisagé comment il serait possible d'en faire un film. L'autrice du roman d'origine était ravie du choix de la réalisatrice. Les deux femmes sont d'ailleurs originaires de Toronto. Je les admire en tout point, son travail, son vécu, ses écrits, ses réalisations, son féminisme et son activisme, tout ici entre en jeu. Si l'histoire en arrière-plan de Women Talking est violente, le film ne l'est pas. Sarah Polley a veillé à ne pas montrer les agressions subies et à privilégier l'observation d'une communauté de femmes qui se réunissent pour décider comment elles vont répondre collectivement à ces violences. Quand j'ai lu le livre de Myriam Toews, il a puissamment résonné en moi, soulevant des interrogations et des réflexions sur le monde dans lequel je vivais, que je n'avais jamais verbalisé, des interrogations ayant trait au pardon, à la foi, au système de domination, au traumatisme, à leur apaisement, à la culpabilité, à la communauté, à son autodétermination et à l'importance de disposer de soi-même. Il m'a aussi rempli d'un espoir surprenant. Le film s'éloigne du livre sur plusieurs plans. Il part d'une histoire circonscrite qu'il développe et élargit pour les besoins du cinéma, et il procède à un changement de narrateur. La productrice Dédé Gardner reconnaît « Le film est très vivant, rempli d'humour, de cruauté et de concision. Mais deux familles de femmes dans un grenier à foin qui tentent d'arriver à une décision pendant presque 2 heures, ce n'est pas une idée évidente pour un film. » Sarah Polley a imaginé Women Talking sur le mode de la fable. Si l'histoire concerne une communauté religieuse restreinte, j'estimais que le film nécessitait un cadre important, une forme épique qui rendrait justice à l'énormité et à l'universalité des questions qui le soulevaient. Il me paraissait primordial de développer un langage visuel ample, de lui donner du souffle. Je voulais que dans chaque image, on puisse sentir l'infini des possibles dont recelait cette conversation sur la façon de refaire ce monde détraqué. Alors que la pré-production du film était lancée, la pandémie de Covid-19 est arrivée. On avait pensé qu'on allait trouver une ferme, que tout le monde viendrait avec ses enfants et qu'on vivrait dans les courants d'air pendant la toute durée du tournage. Mais même sans le Covid, on a vite compris que c'était un rêve, raconte Frances McDormand. Au final, ce report forçait à profiter au projet, permettant à l'équipe de mûrir ses décisions. La réalisatrice en rencontrait toute la distribution principale en distanciel, bien avant les répétitions qui, elles, se sont déroulées avec des masques sur le plateau. Les acteurs n'enlevaient jamais leur masque au moment de tourner. Originaires de Grande-Bretagne, Claire Foy, Jessie Buckley et Ben Whishaw ont dû s'isoler ensemble un certain temps à leur arrivée en Amérique du Nord.
Claire Foy souligne l'importance d'une œuvre comme Woman Talking, réalisée par une femme mettant en scène des personnages féminins. Cette caractéristique n'est pas restrictive ni réductrice. Les films nous ont dicté ce qui était important et ce qui ne l'était pas, d'un point de vue presque unilatéralement masculin. On a vu Armageddon et d'autres films du genre, où des hommes importants font des choses importantes dans de grandes pièces et partent faire la guerre dans des travelling monumentaux. Ce film est extrêmement féminin, mais pourquoi ne pourrait-il pas l'être à travers un langage filmique tout aussi monumental? Le sujet qu'il aborde est monumental. Toutes les participantes évoquent la singularité d'être sur un plateau essentiellement féminin. Je n'ai jamais participé à un tournage avec une imposante majorité de personnages féminins qui parlent de la condition féminine. Les photos en noir et blanc du photographe canadien Larry Towell prises dans les communautés ménonites ont inspiré Sarah Paulet bien en amont du tournage, au point qu'elle et le directeur de la photographie Luc Montpellier ont envisagé de tourner le film en noir et blanc parce que la colonie semblait figée dans le temps. Ils en ont cependant décidé autrement pour éviter de donner au film et à l'histoire un côté trop sombre. Ces photos, dont le noir et blanc est saisissant, fournissaient une précieuse référence pour la palette chromatique de notre film. Ces images ont quelque chose d'iconique qui semble témoigner non seulement du vécu spécifique de ces communautés religieuses, mais qui offre en même temps des métaphores aussi fascinantes que dérangeantes du monde dans lequel nous vivons. L'heure de la journée jouait un rôle majeur dans le film, puisque les femmes de la communauté n'ont que quelques heures devant elles pour débattre avant le retour des hommes. Avec un temps de tournage circonscrit entre le lever et le coucher du soleil, la solution a été de reproduire la grange et le grenier en studio devant un fond vert. Le choix du studio a permis des choses qui n'auraient pas été possibles de tourner en décor naturel, comme lorsque Miep s'endort sur les genoux de sa mère alors que le soleil se couche à l'horizon en temps réel. Une séquence rendue possible grâce à Kevin Chandou, le superviseur des effets visuels, et son équipe. Le directeur de la photographie, Luc Montpellier, a tourné en 70 mm et en numérique pour une netteté maximale sans que l'image ne fasse numérique. Il a utilisé la caméra Panavision avec toute une gamme d'objectifs anamorphiques Ultra Vista inventés dans les années 50 et remis au goût du jour. Ces objectifs vintage donnent à l'image quelque chose de résolument cinématographique avec un ratio 2,76:1, plus large que le cinémascope, 2,39:1. L'Islandaise Hildur Guðnadóttir, oscarisée pour Joker, a signé la musique de Woman Talking. Ça s'est avéré l'un des projets les plus forts en émotion auquel il m'est été donné de participer, et c'est peut-être en même temps la musique la plus optimiste que j'ai composée. Le cheminement pour y arriver a été passionnant. Sarah Paulet voulait faire un film chargé d'espoir et de douceur, ce que la compositrice a d'abord eu du mal à accepter. Ma première réaction à la lecture du scénario a été la colère, mais petit à petit, j'ai commencé à comprendre les sentiments qu'elle mettait en avant. La colère est importante comme déclencheur d'un changement, mais à long terme, c'est avec une progression soutenue qu'on obtiendra les résultats les plus durables. Au final, je trouve que sa vision du film est très juste, comme le sont ses choix de scénariste et de réalisatrice. Voilà pour Woman Talking. Et on change d'ambiance, on part dans le feu, avec En plein feu. Bonjour, police municipale à l'appareil. On vérifie que les habitants concernés par l'évacuation ont bien entendu l'alerte. On est au courant. Comment se passe l'évacuation jusque-là? Pour le moment, tout se passe bien et dans le calme. Ça n'a pas l'air si terrible. On a presque l'impression de partir en vacances. Que pouvez-vous nous dire du développement du feu de ces dernières 24 heures? Ce fait est particulièrement virulent avec une forte propagation. Merde. Faut pas trop s'en faire. Vont pas laisser des centaines de bagnoles coincées comme ça au milieu de la forêt s'ils pensent qu'il y a un risque. En tout état de cause, il ne faut jamais quitter son véhicule. C'est extrêmement important, les voitures restent les meilleures de protection. Il n'y a pas beaucoup de temps, Simon. Découpe par la forêt. Allô? Papa? Je suis perdu.
Voilà donc pour cette présentation de En plein feu. Ch'tuc. Alors, sur la naissance du projet, Quentin Reynaud a tourné en plein feu au cœur de l'été 2021 dans les Landes, une des forêts françaises les plus détruites par le feu l'année suivante. Après les incendies qui avaient ravagé la Californie en 2018, puis ceux meurtriers et très importants aussi, qui s'étaient déclarés l'année suivante dans la brousse et la forêt australienne, le réalisateur se doutait qu'en réchauffement climatique, ce type de catastrophe climatique allait se généraliser dans le monde. Il se rappelle, j'ai développé alors une fascination pour le récit de feu, parce qu'ils m'ont fait réaliser que quoi qu'on fasse, on reste à la merci des éléments, et que quels que soient les mystères, les systèmes de protection ou d'évacuation mis en place par l'homme, si on empiète trop sur ces plates-bandes, la nature a les moyens de réagir avec une force phénoménale. Exemple avec Paradise, qui avait été construite sur un terrain boisé dont on savait qu'un incendie y serait difficilement maîtrisable. Il se trouve que je suis originaire de Bordeaux et que je connais bien les forêts des Landes qui sont avec celles du Var les plus souvent touchées par les incendies. Plantées sous Napoléon III sur des marais pour les assécher, ces forêts sont constituées de grands pins maritimes. Quand j'ai commencé à imaginer mon scénario, ces arbres me sont soudain apparus comme étant la métaphore d'une prison. Quand ils sont en feu, ils nous enferment comme des barreaux dont on ne peut plus sortir. Depuis Paris, oui, oui, et surtout 5e set, Quentin Reynaud n'avait qu'une envie, retravailler avec Alex Lutz, le cinéaste confie. Nous avons créé des liens assez forts tous les deux, on s'épaule l'un l'autre. Un jour, il m'a dit cette phrase qui m'a bouleversé. Je reprends ces mots, si tu as besoin de moi, tu me dis à quelle heure et où, et je viendrai. J'ai donc écrit le personnage de Simon en pensant à lui. L'idée de départ de Quentin Reynaud était de raconter une histoire de deuil à la fois réaliste et psychanalytique à travers la relation entre un père et son fils. Le metteur en scène confie, j'avais le début, un quadragénaire, Simon, qui a perdu l'un de ses 2 enfants et n'arrive pas à surmonter ce deuil. Au fond, mon film raconte le parcours d'un homme endeuillé qui, pour accepter son chagrin et ses souvenirs, doit se délester de ce qui lui pèse le plus sur la conscience, avec en supplément cette question cruciale qui se pose à beaucoup de parents qui perdent un enfant. Yata! Bonsoir Dodo, comment vas-tu? Est-ce que je décide de continuer à me battre, à vivre pour ceux qui restent, ou est-ce que je me laisse étouffer par les flammes pour le rejoindre, c'est-à-dire laisser le désespoir l'emporter comme le font beaucoup d'êtres humains? Ah bah tant mieux. Ah bah si t'es de bonne humeur déjà, ça c'est un bon point. Pendant sa phase de recherche, le réalisateur a trouvé une grande quantité de vidéos GoPro tournées par des particuliers depuis leur voiture cernée par les feux de Californie. Ce qui l'avait frappé dans ces images était le calme de ces gens qui filmaient l'incendie sans avoir la moindre certitude de s'en sortir. Merci Kalou pour Labo. J'ai essayé de reproduire dans mon film cette attitude de calme qui me paraissait assez dingue quand on se retrouve dans une telle situation. Cette situation peut donner le sentiment que le film n'est pas réaliste, alors que paradoxalement, la réalité est encore plus difficile à croire. Alors il y en a un, c'est Wata, Yata, l'autre c'est Waza, on va jamais s'en sortir. Le tournage n'a pas été dangereux, mais il a été complexe, et ça c'est intéressant. Le réalisateur et son équipe ont tourné en décor réel dans 2 endroits différents du Nordland, dans le sud de la Gironde. Ils se sont ensuite installés à Angoulême, dans les studios où Wes Anderson avait tourné The French Dispatch. Notre chef décorateur a reconstitué à l'identique environ 80 mètres de la vraie route des Landes, sur laquelle on avait déjà filmé le début de toute la séquence où Simon et Joseph sont dans leur voiture coincés par les flammes. C'était beaucoup plus pratique pour gérer la lumière et le feu. Rebonsoir Kalou. Quand même, aller reconstruire en studio 80 mètres d'une route avec les arbres et tout pour... Bah oui, en même temps, c'est vrai que je pense qu'ils auraient demandé l'autorisation de foutre le feu dans les Landes, ça aurait pas été accepté, étonnamment. Je sais pas pourquoi, hein. Un petit doute. Quentin Reynaud a construit son scénario sur le schéma d'une pièce de théâtre. Il s'ouvre sur une sorte de prologue et un face-à-face destiné à faire comprendre qu'entre Simon et Joseph, les ponts sont rompus. Puis arrive une première partie très réaliste avec l'éruption d'un feu gigantesque qui oblige ce père et ce fils à fuir, tous les deux ensemble dans une même voiture. La violence de la peur va rompre les barrages psychologiques et les en délivrer.
Nous sommes à ce moment du film à la fois dans le huis clos et dans le film catastrophe. La tragédie d'hommes piégés par quelque chose de dantesque qui les déplace et dont ils ne savent pas comment en sortir. Suit une seconde partie qui bascule dans l'onirisme et la poésie où, délivré de son père et du poids des non-dits, Simon décide d'essayer coûte que coûte, malgré le danger, de trouver le chemin qui le fera sortir de cette forêt en flammes. Au cours de cette errance réelle ou fantasmée, il va croiser des pompiers irrationnellement désemparés et va revisiter, comme dans un rêve cauchemardesque, plusieurs épisodes de son ancienne vie familiale. Voilà donc pour... Par contre, je comprends pas pourquoi ça fait pas le bruit du projecteur qui démarre là quand il y a des abonnements. Ah, c'est peut-être parce que c'est le 2e mois que je regarde ça. Allez, film suivant. Un film porté essentiellement par Julie Gaillet, dont on regarde la bande-annonce tout de suite. C'est quoi, t'as plus envie de le faire ce film? Un rôle comme ça se refuse pas. Femme forte, intelligente, battante, engagée. Antoine m'a quitté. Je peux pas me laisser submerger. Madame Punk va vous donner ce qu'il faut pour vous relaxer et reprendre confiance en vous. 3 coups, pas police, pas moi. Pourquoi sinon? Qu'est-ce qui se passe? C'était quoi? Un psy? Un truc moins conventionnel. Tu vois une femme? Ça te regarde pas. Mais tu veux que je te dise? Tu confonds une histoire de cul avec une histoire d'amour! Tu me désires encore? La question, c'est comment on fait pour résister à son désir, à ses pulsions. Comment on fait? J'ai pas l'habitude des rendez-vous comme ça. J'imagine qu'il faut rien en attendre. Tu vois pas que c'est moi que tu cherches au travers d'elle? Je pense à tout. Je sais, c'est difficile à croire. Mais Delphine, c'est moi. Voilà donc pour la présentation de Comme une actrice. J'ai pas de dossier de presse ni quoi que ce soit sur ce film, par contre. Mais pas ton style de film. Ah oui, alors pour l'avoir vu, il est quand même spécial. Hein. Là, c'est vrai que tu arrives sur la fin, les films un peu plus mainstream étaient au début du live. Je t'avoue qu'au début, je me suis quand même posé la question d'où c'est qu'il voulait aller avec son film. Et au bout d'un moment, on comprend que elle se transforme pour comment dire toujours vivre des nouvelles situations avec son mari et essayer de retrouver une flamme. Je t'avoue que j'ai eu du mal aussi sur celui-ci. Bon, heureusement qu'il y a des bons acteurs, que c'est pas trop mal joué. Bon, ça devrait marcher normalement, là, les... Ah bah non, je l'ai pas copié. Oh non, mais je l'ai pas copié là. Attends. Si? Prendre chaîne. Et bah si, c'est là pourtant. Pourquoi ça marche plus, ça? Décidément, hein. On va y arriver. On va y arriver. Je recopie le lien. Tout à l'heure, ça marchait. Alors, voyons voir. Attends, si... Oui, non mais je sais pas pourquoi. Alors, le premier coup, ça marchait pas forcément, puisque j'avais oublié de mettre la source. Mais là, normalement, ça devrait, hein.
Ouais, non, bon, ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas. Tout à l'heure, ça marchait, maintenant, ça veut plus. Allez savoir pourquoi. Bon, c'est pas grave, je regarderai ça hors live. Attends, si je fais ça, en dernier essai. Le côté obscur, je perçois. Voilà. Alors, va savoir pourquoi ça marchait pas. Et c'est trop calme, comme ça, vous les avez. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus mon cas. Voilà. Film suivant. On passe à Seul un thriller, dont on regarde la bande-annonce tout de suite. Hello? Good morning. This is the American Consulate in Bern. I'm happy to inform you that your passport has been recovered. And Keller? I'm Elizabeth. There must be a mistake. I still have my passport. Sorry for the inconvenience. Have a nice day. Andre, it's on. Where are you calling from? I'm still in St. Moritz. I found something here that doesn't belong to me. You're a civilian now. Go through the proper channel. Who can I give it to? You'll find a way. Elizabeth Keller? Yes? We're a multinational media non-governmental organization. Yeah, I know who you are. Silver Cloud. Just check your mail. You were involved. But that happened over 4 years ago. Come on, the man who stands for the presidency is careless enough to hire a Russian spy? I'm not going to tell you anything. Silver Cloud will publish. Pourquoi t'as raccroché ce putain de téléphone? Tu m'écoutes depuis combien de temps? Je vais t'éviter de faire une connerie. Ils ne savent pas que tu me parles. J'étais ton officier traitant, je suis censé connaître tes réactions. If we don't post the file, Silver Cloud will be discredited for having covered up for any particular candidate. I'm sure you can find another source. There's only you, Anne. C'était ton idée. Est-ce que tu crois que je suis dans le coup? Voilà, toi qui aimes la neige, c'est sûr que là, t'es servi. Hein. Là, il y a de quoi faire. Hop, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film? Alors moi, j'aime bien le matin, là, quand j'ouvre les volets. J'ai les montagnes dans le fond. En ce moment, c'est vrai que c'est magnifique, c'est tout blanc. C'est vraiment chouette. Jérôme Dacier voulait faire un film à part qui ne soit ni naturaliste. Eh oui. Ni naturaliste, ni réaliste, ni une redite. Il s'est alors vite décidé pour faire un film de genre dans la mesure où il propose une expérience singulière. Comme j'avais envie de parler de solitude contemporaine et que parallèlement j'adore les films d'espionnage, les romans d'espionnage, j'ai fini par construire une histoire autour d'une femme isolée dans la montagne. Une femme dont les seules connexions avec l'extérieur se feraient par radio ou par téléphone, et qui un jour où elle ne s'y attend pas, serait rattrapée brutalement par son passé d'espionne et la grande histoire. Au cours de l'écriture avec mon co-scénariste, il s'est imposé que cette femme serait pratiquement le seul personnage du film qu'on verrait à l'écran. D'abord régisseur général, Jérôme Dacier a ensuite fait ses armes comme premier assistant réalisateur auprès d'Agnès Varda, Jerzy Skolimowski, Christopher Doyle ou Barbette Schroeder. Il a vécu à Varsovie pendant 7 ans et travaille maintenant à Paris comme scénariste pour le cinéma et la télévision. Seul est le premier long métrage de Jérôme Dacier, lequel a écrit le personnage d'Anne en s'interdisant de rêver à son interprète. Il se souvient, par chance assez incroyablement, puisque Seul était coproduite par une équipe franco-suisse, le nom d'Asia a vite circulé. Elle a fini par s'imposer pour de nombreuses raisons, sa stature, son charisme, sa féminité, si méditerranéenne, sa présence si ancrée, son côté à la fois cosmopolite et mystérieux, et aussi son accent indéfinissable, lorsqu'elle parle en français, ce qui est idéal pour jouer une espionne non identifiée.
La chef décoratrice a entièrement conçu et fabriqué le chalet. Après nos discussions, elle est arrivée avec une seule proposition d'architecture et de design, la bonne. C'est un travail idéal qui permet à tous de faire le même film. Le film a été tourné en hiver par grand froid, des conditions climatiques qui ont hélas pesé sur Asia Argento. Je suis une fille de la Méditerranée, du soleil, de la chaleur et de la mer. Je ne vais jamais à la montagne. Tourner à Saint-Moritz a été choquant pour moi. Mon organisme a souffert. Toi, Dodo, tout le monde n'aime pas la neige, hein. La première semaine, surtout, j'ai eu ce qu'on appelle le mal des montagnes. Je respirais mal, j'avais des migraines. Pas de chance, j'avais des scènes où je devais me rouler dans la neige. Je les ai faites, bien sûr, sans me faire payer. Mais je n'ai jamais eu aussi froid de ma vie. Pour l'amoureuse, le mal des montagnes, t'as déjà eu, ouais. Ça, non, j'ai jamais eu, mais c'est vrai que ouais, ça doit être fatigant, ça doit être éprouvant. Pour l'amoureuse d'Anne, jouée par Jeanne Balibar, Jérôme Dacier avait commencé par écrire le rôle pour un homme, mais le cinéaste s'est rendu compte que cela marchait moins bien qu'avec une femme. Je crois que lorsque l'écriture d'un scénario est lancée et mise sur des rails, certaines choses s'imposent à l'auteur sans qu'il puisse raisonnablement, intellectuellement les analyser. Comme Asia Argento était pratiquement tout le temps seul dans le cadre, Jérôme Dacier a décidé d'utiliser le cinémascope qui offre beaucoup d'espace négatif, avec des lentilles anamorphiques qui déforment légèrement le bord de l'image, en lui donnant de la douceur. Ensuite, on s'est décidé pour les couleurs plutôt vert et jaune-gris, et on a travaillé la lumière des scènes de nuit pour des raisons de budget. On ne voulait pas d'effets de nuit de pleine lune, car il faut les éclairer et que ça coûte très cher. Ah ouais. Ça coûte plus cher d'éclairer une nuit de pleine lune qu'une nuit normale. On a donc décidé que nos nuits seraient totalement noires, opaques et que l'on éclairerait avec des lampes torches. En revanche, les scènes d'intérieur du chalet ont été éclairées par des praticables installés à l'extérieur, sans appoint de lumière d'ambiance. Risqué, mais ça marche. Voilà donc pour Seul. Alors moi je l'ai vu ce film, j'ai bien aimé, il est bien monté. L'intrigue s'installe tranquillement, puis l'ambiance est de plus en plus pesante, jusqu'au final, vraiment un bon, très très bon thriller. Asia Argento, excellente dans son rôle, Jeanne Balibar, dont on n'arrive pas à se décider si elle est là pour aider ou pas, si elle joue pas double jeu. Vraiment un chouette film. Alors le film suivant est un peu particulier. Ah bah non, c'est en toute liberté. Pourquoi je me suis trompé dans mes... Le film suivant est donc un documentaire, très beau documentaire sur la liberté de la presse et l'importance de la presse et comment recréer du lien à travers ça. Vraiment un chouette film dont on regarde la bande-annonce tout de suite. Le média qui donne de la voix à ceux qui n'en ont plus, c'est la radio. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الأمور؟ مرحبا أم دريد، أهلا وسهلا. للأسف لأنه نحن هلا عايشين يمكن بزمن السلاح هو أقوى من الكلمة، ولازم نحن نثبت لأنه هذا الشيء ما صح. عم نغير يمكن طريقة التفكير، عم نوصل صوت ناس ما عم بيوصل صوته. يعني رقم وهي فيها تعايش وفيها هذا. ما أعتقد اللي يرجع يرجع نفس المنطقة تشامبيا. يعني شيء تصوري مي إذا ينطش ما يلم. إيش دمعت عنك؟ أيوة كنت إيش كده نجي وجهنا. Here I have the opportunity to meet people who want to invent a new way of life. À Radio El Salam, 7 journalistes tendent leur micro à ceux qui veulent la paix. وأنا بعتبر لأنه لو تغيير شخص واحد عن طريق الراديو هذا إنجاز. دروزبونا راديو السلام از هاتيما از ديال ازدياد شولكم ديال المسيحيات شولكم ديال كردن عربن يعني سوربرايز بو لجهد الخوش حيجيكم. يعني كلنا احنا صرنا اخوه وصرنا اصدقاء. And it's just the opposite of what's been happening in the country for years. Where being an experience for others maybe to follow. En toute liberté, le 8 mars au cinéma. Voilà donc pour la présentation de ce documentaire.
Documentaire qui est en fait la deuxième partie d'une trilogie. Le premier, c'était 9 jours à Raqqa, il me semble, de tête, il s'appelait, où on suivait la reconstruction de Raqqa après le départ des islamistes extrémistes. Et il y a une femme qui avait été élue maire, et elle se démenait pour reconstruire Raqqa, refaire venir les gens, résoudre tous les problèmes. Et vraiment, c'était un chouette film. Et là, on est dans la lignée de ça. Comment recréer du lien, comment essayer de montrer ce qui se passe, enfin, de dire aux gens ce qui se passe, d'apporter des témoignages dans des pays qui sont en train de se reconstruire, où la haine a été, la haine, je sais pas si c'est le mot, mais où les talibans, encore une fois, enfin, c'est pas forcément des talibans, c'est les islamistes extrémistes, là, ont poussé les différents types de populations à se détester entre eux, les sunnites contre les chiites, les machins contre les... Et donc là, le travail qu'ils font est vraiment très chouette, et je pense qu'il faudra qu'on travaille dessus chez nous pour faire faut faire une animation dessus et inviter des journalistes à venir discuter, expliquer un petit peu l'importance de la liberté de la presse. Alors, mais il arrive quand, musique? On l'a passé, musique, ou quoi? Ça se passe comment, là, ce soir? Pourquoi j'ai pas ce film? Bon, je sais pas, on va prendre dans le sens où ça vient. Il y a une bande-annonce que j'avais prévue, un film que j'avais prévu, mais il arrive pas. Allez, on passe au film suivant. Donc oui, donc Tengo Sueños Eléctricos, dont on regarde la bande-annonce. ¿No viste los anuncios de apartamentos que te mandé? Es complicado. Estuve buscando en el periódico y eso fue lo más barato que encontré. Además, ¿Tiene algún problema la señora? mi hija. ¿Usted vive con su papá, Eva? No, vivo con mi mamá. Vos y yo tenemos un acuerdo. No quiero a nadie peleando en esta casa. Es como si estuviéramos ella por el mismo demonio. Creo que me voy a ir a vivir con papá. ¿Sabes que esa fascinación por tu papá y los hombrecitos que te van a aparecer después te va a pasar? ¡Mido mis palabras! Estoy enamorado. ¿Crees que alguien como ella se fijaría en vos? Dijiste que no ibas a volver a hacer eso. ¿Por qué te dolió? No hay que tenerle miedo al dolor. Si la calle bota fuego, tírese para el agua. Pelea hasta abajo como si no hay mañana. Que llenas todo de alegría y juventud y ves fantasmas en la noche detrás. Tengo sueños eléctricos. Menos que mi padre, cuando no puede arreglar algo, lo revienta al piso. Hacen falta a veces varias vidas para entenderlo. La rabia que nos atraviesa no nos pertenece. Ser en tu vida lo mejor. Bloqué au point de Morinx, le film, oui, peut-être, je sais pas. Voilà donc pour ce film. Alors là, pour le coup, j'ai trouvé aucune info dessus. C'est un tout petit distributeur qui propose ça. Pourtant, le film a été présenté à plusieurs festivals et il a été primé, mais ils n'ont pas eu, ou ils n'ont peut-être pas eu le temps non plus de nous donner plus d'infos sur le film. Alors, film suivant. Non, toujours pas celui que je voulais, mais bon, c'est pas grave. Je vais la mettre à la fin, la bande-annonce, comme ça on se la regardera tranquillement à la fin. Nouveau documentaire, Paysans du ciel à la terre, dont on regarde la bande-annonce maintenant.
Je suis Philippe, photographe aérien et fils de paysan. Je continue de m'émerveiller en survolant la beauté graphique des paysages modelés par l'agriculture. Depuis environ 10 ans, je constate un phénomène qui me préoccupe terriblement par son ampleur, les coulées de boue. Elles sont de plus en plus fréquentes, elles frappent des territoires de plus en plus vastes, elles sont d'une violence inégalée. Il faut prendre de la hauteur pour appréhender la mesure réelle de ce désastre. C'est le capital qui s'en va. À chaque fois qu'il y a une coulée de boue. On peut faire l'autruche, mais on va pas le faire longtemps. Pour comprendre les causes de ce désastre, je vais aller à la rencontre des premiers concernés, les agriculteurs. On n'a pas de coulée de boue dans des endroits où la terre vit sa vie. Si vous voulez avoir une plante en bonne santé, il faut avoir un sol en bonne santé. L'avenir de l'humanité repose sur le maintien des capacités des sols à rendre les services sur le climat, sur l'eau et sur la nutrition qu'ils rendent actuellement. Tout ce qu'on mange, ça vient de la terre. Voilà pour cette bande-annonce. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Un petit... Ça va être rapide. L'enquêteur et narrateur du film, Philippe Frutier, photographe aérien et fils de paysan, observe depuis son ULM les paysages agricoles évolués depuis 25 ans. Le réalisateur Hervé Payenne explique qu'un phénomène particulier lui offre paradoxalement de superbes clichés, les coulées de boue. Interpellé, il décide d'interroger les agriculteurs sur ce problème, de plus en plus apparent, en particulier vu du ciel. Sur cette terre qui semble en perte de vie, il rencontre des agriculteurs qui vont le surprendre. Soucieux de retrouver une terre vivante, ils font de leur mieux pour cultiver de manière respectueuse et innovante, chacun à leur façon. Philippe recueille ainsi les témoignages poignants de ces femmes et de ces hommes investis, heureux d'être écoutés et fiers d'être paysans. Finalement, un sol vivant ne serait-il pas source d'autonomie et de bonheur pour les paysans, et source de santé pour la terre et les humains? Bah, effectivement, c'est oui. La réponse est oui. Et donc quand même, Philippe Frutier, qui a produit son film, réalisé son film, et qui distribue son film, il fait tout seul, le gars. C'est assez impressionnant. Alors... du coup, avant-dernier film, est-ce que du coup, il y en a un après qui est passé après ou... Non, c'est qu'il y a une affiche, elle est passée à l'as. Film qui a été multiprimé. Alors par contre, je suis désolé, j'ai eu une bande-annonce, mais sous-titrée en anglais. Et j'ai pas trouvé de bande-annonce sous-titrée en français, et pourtant le film sort aujourd'hui en France. Curieux. Mais c'est un petit distributeur aussi, peut-être que ça joue. Et donc, on part dans les pays arabes. On regarde la bande-annonce tout de suite. Voilà donc pour cette avant-dernière sortie. Et donc, la dernière, c'est musique. Dont on regarde la bande-annonce tout de suite. Et c'est pareil, j'ai pas forcément beaucoup d'infos sur le film, donc ce sera quasiment la fin de l'émission. ميالي لكسيا كثرفتي اكسي جرامتا أونيرو ένα χρόνο. Ευχαριστώ.
Εγώ είμαι η Ρο. Πώς είναι ο Λουκιανός? Δεν έχεις μάθει τίποτα. 7 χρόνια. Ξέρεις το όνομα του? Δεν το θυμάμαι πια. Θυμήσου. Voilà donc un film qui a l'air d'être assez lent, assez contemplatif. Une très jolie musique par contre. C'était donc le dernier film pour cette sortie du 8 mars. Hop. Et ça va être la fin de l'émission du coup. Hein. J'ai pas grand chose à dire de plus moi. Que vous dire? Bah, merci à tous déjà de votre passage. Merci Kalou et Dextram pour les resubs. Et puis, bah, voilà, pas grand-chose de plus. Rendez-vous ce week-end pour de nouvelles émissions. Et tout. C'est pas ça. Oh, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Et on va partir en raid. Je vous envoie chez qui? On va partir Ah bah oui, en non, raid. chut. Bonne soirée Michel. Ah. Comptez raider la Freya, mais elle est pas en live? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas marché Ou elle a eu un empêchement de dernière minute? Ouais. Bah non, mais elle a pas lancé du tout, il n'y a pas de... Ah, bon, bah elle a pas lancé. Normalement, elle devait lancer ce soir sur du Cyberpunk. Ah non, c'est qu'elle lance à 20h30. Ah zut! C'est fini trop tôt! Vous voulez parler d'un film en particulier ou pas? Non, bah écoutez, c'est pas grave. Qui c'est qu'on peut raid autrement? Bah tiens, on va aller en Belgique. On va aller en Belgique soutenir le TVG, le Télévidéo Game. Je vous envoie donc chez les players du dimanche. Et puis... Ah ouais, ou Hughes. Effectivement, on peut raider Hughes. Hop. Bien vu, Kalou. Allez. Ils font un événement caritatif au profit de Amnesty International. Lancer un raid sur une chaîne. Collé. Donc je vous envoie là-bas. Et moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Reposez-vous bien. Et à la prochaine.
terriblement envie de dessiner cette tub en kilt. J'ai une violente envie de faire cette tub en kilt là. Avec des moustaches, des grosses bacchantes. Du coup maintenant messieurs, quand vous vous réveillerez avec la Gaule, vous saurez que vous faites partie